J'ai fait un parallèle avec psychologie évolutive. En psychologie évolutive, on utilise beaucoup ce qu'on apprend avec les comportements des animaux pour expliquer les comportements humains. Et on peut aussi extrapoler ça pour les comportements des compagnies. Donc, pour les animaux, par exemple, vous allez voir un serpent qui se ressemble à un autre serpent qui est dangereux. Des animaux qui vont faire semblant qu'ils sont plus grands qu'ils sont, question de protection aussi. Les compagnies vont faire les mêmes choses. Donc, s'ils savent que les consommateurs donnent une importance élevée à l'éco-responsabilité, ils vont faire semblant qu'ils sont éco-responsables pour avoir les bénéfices sans avoir les coûts. Bonjour Or et bonjour Marcelo. Bien, merci d'être venu aujourd'hui à ma rencontre. On va discuter aujourd'hui d'achat local, on va parler de consommateurs, on va parler d'entreprise, on va parler d'achat responsable, plein de choses. Mais avant qu'on commence à parler de tout ça, j'aimerais vous présenter, en fait, j'aimerais que vous vous présentiez un peu Or Adèle, donc je suis directrice d'opération à l'ECPAR, Espace de concertation des pratiques de l'approvisionnement responsable. Oui, Super. Depuis 2021. 2021, OK. Oui. J'ai une vingtaine d'années dans le domaine de l'approvisionnement responsable, surtout en Europe, puis à l'international, mais au Québec depuis 2021. Toujours à l'ECPAR. Toujours à l'ECPAR. Et directrice des opérations. Oui, depuis l'année passée. Belle félicitations. Merci. Marcelo Nepomuceno, professeur titulaire au HEC, titulaire de la Charte de recherche du Canada sur la prise de décision du consommateur. Au HEC depuis combien de temps? Depuis 2015. Depuis 2015. Là-bas, oui. Et la Charte de recherche, est-ce que c'est le même? La Charte de recherche, ça a commencé en 2022. OK, 2022. Ouais. Et pas ce pandémie un petit peu. Oui, avant OK. la pandémie, oui, exactement, février 2022. OK. Puis qu'est-ce que ça veut dire, prise de décision consommateur? Donc, l'idée, c'est que je travaille beaucoup dans ma recherche, c'est entre la psychologie et le marketing, ça m'intéresse. Donc, j'ai un background en psychologie, j'ai fait juste mon master en psychologie avant de venir au Canada. Et après, j'ai fait mon doc en marketing OK. à Concordia. Donc, j'ai un background en psychologie, j'ai beaucoup d'intérêt dans le comportement humain de façon générale. Et après, j'ai commencé à appliquer ça dans un contexte d'achat, ce qu'on appelle la psychologie de consommateur. Okay? Donc, la prise de décision, c'est un processus de décision que les consommateurs font pour décider d'acheter quelque chose, un service, un produit. C'est plutôt ça, en façon générale, qui m'intéresse. OK. Puis c'est ce que vous enseignez aussi au HEC? Oui, j'ai enseigné psychologie consommateur pendant très longtemps, au bac, par exemple, oui. OK, intéressant. Puis, moi, j'ai nommé le nom de l'ECPAR, mais peux-tu me dire un peu ce que ça fait, l'ECPAR? Moi, je le sais en tête parce que j'ai reçu Carole, mais je veux dire, les gens qui nous écoutent peut-être ne le savent pas. Oui. Alors, l'ECPAR, c'est un réseau d'organisations publiques et privées, tous les secteurs confondus, toutes les tailles confondues, qui se mettent ensemble pour partager leurs connaissances, pour co-créer des outils, des ressources, des pratiques, partager les expériences, les bonnes, les moins bonnes, dans le domaine de l'approvisionnement responsable dans les organisations. OK. Alors, il y a comme 7 volets réseau. On a des membres, on partage, on organise des activités, on fait des formations pour les membres et les non-membres pour avancer ce domaine dans les entreprises, dans les organisations publiques aussi ou dans les organisations à but non lucratif. Et pour celles que ça, c'est pas assez, mettons, on les accompagne aussi. Parce qu'on peut mettre beaucoup d'outils, on peut voir beaucoup de ressources, on peut comprendre, apprendre qu'est-ce que les autres font. Mais quand c'est à nous à se lancer dans la piscine, des fois, c'est moins facile. Alors, on accompagne aussi les organisations qui veulent avancer dans cette chemin. Puis, ça existe depuis combien de temps, l'ECPAR? L'ECPAR, ça existe depuis 2011. OK. Alors, en fait, cette année, on célèbre la 15e année. 15 ans à innover. On appelait ça la thématique de l'année. Oui. Puis, combien de membres à peu près? 85. 85. À la fin de l'année passée. Ça grandit tranquillement. On le voit. La pandémie a aidé. Il y a pour des choses qui étaient moins intéressantes, pour d'autres étaient plus intéressantes. La pandémie a aimé à voir l'importance de nos décisions d'achat, nos chaînes d'approvisionnement. Ils ont été tellement chamboulés que les organisations, les entreprises, ils voient la valeur de s'investir, surtout celles qui font des pratiques de développement durable. Ils ne peuvent pas oublier tout ce qui se passe dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors, on voit vraiment une hausse de l'intérêt, puis des membres aussi. J'oserais dire la pandémie et peut-être le contexte actuel, qui est quand même particulier, où on a un voisin du Sud particulièrement imprévisible. Donc, plus de préoccupation des chaînes d'approvisionnement. Du consommateur aussi, on l'a vu. Parce qu'effectivement, dans la pandémie, il y a du bon qui est ressorti aussi, tout ça. Fait que parlons actuellement, le Québec, en termes d'approvisionnement, d'achat, on va parler d'achat local responsable. Fait qu'il y a le volet entreprise, il y a le volet consommateur. Comment ça va au Québec actuellement? Comment on se positionne?
Je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés maintenant pour des raisons comme la pandémie, comme on le disait, mais aussi comme des raisons de la guerre commerciale qui motivent les gens à être plus attentifs à ça. Donc, je pense c'est certain que les gens sont beaucoup plus attentifs. Mais moi, en tant que consommateur, je me vois beaucoup plus attentif qu'avant. De remarquer, est-ce que c'est made in Canada, est-ce que c'est made in Québec, où est-ce que ça vient, tu vois. Et je pense que ça, c'est probablement c'est un processus qui va rester longtemps, qui va vraiment changer la mentalité des gens. Ouais. Au niveau des organisations aussi, on le voit, pour les entreprises privées, le secteur public, c'est sûr que le gouvernement du Québec a fait un effort pour promouvoir l'achat local avec différentes stratégies gouvernementales. Alors ça a aidé beaucoup dans le secteur public à aussi faire attention, mais les entreprises privées aussi, même s'ils ne sont pas assujettis à toutes ces stratégies, voient la valeur d'avoir des chaînes plus courtes, d'avoir des fournisseurs plus proches qui peuvent collaborer plus étroitement. Le gouvernement du Québec fait un suivi pour juste le secteur provincial, là, pas les municipalités ou d'autres organismes plus petits, mais pour les ministères, les sociétés d'État, éducation, santé, il fait un suivi de tous les appels d'offres qui sortent sur leur plateforme SCAO, quelles sortes de critères ont été introduits, puis on publié les résultats de l'année passée récemment, puis on voit que 40% des acquisitions, il y a cette volet de proximité territoriale. Souvent, ça va être parce que les fournisseurs sont locaux. Okay. Peut-être pas le produit, mais l'entreprise avec laquelle le secteur public québécois fait affaire, il y a 40% qui sont du Québec. Puis, à quelque part, on fait à tous les 4 ans une étude sur les pratiques d'approvisionnement responsable au Canada, pas juste au Québec, mais au Canada. Puis, un des enjeux qui était mentionné comme prioritaire pour 30% des répondantes, c'était le dynamisme économique local. Alors, on voit vraiment cette montée de l'intérêt, les stratégies, les pandémies, la gestion des tarifs, la sensibilité des privés et publics de prioriser les fournisseurs au moins locaux, puis les produits, si c'est possible, aussi. Dans les limites de ce que, pour le secteur public, les lois de l'approvisionnement permettent. Oui. Toujours c'est faire attention. C'est ponctuel, selon toi, ou est-ce que c'est pandémie, ça descend, ou ça se maintient? Non, ça se maintient. Okay. Ça se maintient, oui. On dirait que dans les 3 piliers du développement durable, environnemental, social, économique, mais dans le côté économique, le local pèse quand même assez fort. OK, intéressant. Je sais que l'ECPAR a aussi un baromètre, je pense, de l'achat responsable. Là, récemment, j'ai eu la chance de lire le baromètre de la consommation responsable. Puis il y en a plusieurs. Puis là-dedans, il y avait une donnée qui m'avait frappée qui était 87 % je pense, des Québécois qui se considéraient comme ayant un comportement responsable. Je me dis, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que cette mesure-là vous surprend ou pas? Non, je pense que c'est pas surprenant parce que, en fait, est-ce que les gens savent bien qu'est-ce qu'ils sont en train de répondre? Il y a quelque chose qui se dit que c'est les désirabilités sociales. Donc, on est dans un contexte où les gens, être responsables, écologiquement responsables, est désirable. Donc, si tu poses la question, est-ce que vous vous comportez de cette façon, les gens vont avoir tendance à dire oui, parce que c'est ça la réponse attendue par la société. C'est la bonne réponse, exactement. Donc, à voir ces chiffres-là, ça ne me surprend pas. Peut-être, ce serait plus intéressant de faire un autre type de test pour savoir qu'est-ce qu'ils font exactement au niveau d'être responsable. Ouais. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de comportements qu'on trouve que c'est très important, qui ne sont pas forcément très importants, en comparaison avec d'autres. Par exemple, si on prend à manger de la viande rouge, comme dirait, ça, c'est beaucoup plus important que faire de recyclage, par exemple, pour l'environnement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas, cette réalité. Ils vont dire que oui, je suis responsable parce qu'en fait, ils font des choses qu'ils trouvent c'est important, mais ce n'est pas forcément très important. Fait qu'ils font certaines choses. Fait comme tu dis, je pense qu'il y avait certains comportements, il y avait recyclage, il y avait quelques trucs qui sont... C'est pas qu'on va pas recycler. Non. C'est juste une comparaison. Je comprends. Toi, droit? Vas-y. Oui, je pense que c'est vrai, l'effet des contextes, qu'est-ce qui est désirable, on répond de ça. Puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire responsable? Exact. Parce que c'est comme responsable, durable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des termes qui peuvent être très simples. Mettons, j'achète local, je suis responsable. C'est vrai, tu es un peu plus responsable que si tu achetais juste
pas local, pour les volets économiques des 3 piliers. Mais il faut penser aussi à l'effet sur l'environnement, à l'effet sur les personnes. Alors, quand on met tous ces éléments-là, est-ce qu'on est plus responsable ou plus durable? C'est en degrés. C'est en palette de gris qui va du blanc au noir, puis il y a plein de niveaux différents. Alors, c'est sans une définition de qu'est-ce que c'est responsable, mais tout le monde peut s'identifier parce qu'ils font des gestes responsables. Si je te posais cette question-là, c'est quoi être responsable? Tu me dirais-tu probablement que ça dépend, c'est sur une échelle. Puis est-ce que ça serait ça la réponse? Oui. OK. Oui, parce qu'il n'y a pas comme la solution écologique qui n'a pas d'impact. Comme si on prend tout ce qu'on consomme, il y a un impact quelconque. Oui. Alors, il faut au moins être conscient puis voir sont où les gros impacts puis essayer de les réduire. Des fois, c'est comme vous disiez, des fois, manger la viande rouge, dans l'alimentation, c'est les produits qui génèrent le plus d'émissions de gaz à effet de serre puis d'autres impacts environnementaux. Alors, idéalement, on essayerait de s'en passer des produits animaliers. Ça serait pour faire la bonne décision en alimentation, mais c'est sûr qu'on peut quand même essayer d'acheter la viande locale, la viande des produits bio. Ça, c'est déjà une amélioration par rapport au conventionnel. Alors, il ne faut pas vouloir être parfait. C'est mieux de faire des petits pas puis que tout le monde en fasse que non une qui est comme complètement exemplaire puis toutes les autres qui font rien. On ne va pas aller très loin. Et ça, on continue. Exact. J'ai envie d'être plus précise peut-être sur l'achat local parce que dans les pratiques responsables, une, c'est d'acheter local, que ce soit une entreprise, que ce soit un consommateur. En ce moment, on a un vent un peu de fraîcheur, si je peux me permettre, dont les gens sont très intéressés, repèrent davantage des marques de certification. Est-ce que c'est le cas aussi pour les entreprises? Est-ce qu'on sent ce désir-là? C'est sûr que, comme on disait, il y a le côté avec qui j'ai fait affaire, les fournisseurs, est-ce qu'ils sont-ils locaux ou non? La plupart, ils sont locaux. C'est facile d'être responsable avec l'achat local. On fait affaire avec nos fournisseurs qui ne sont pas loin de nous. Après, les produits. Est-ce que les produits sont locaux? Là, ça peut varier beaucoup plus. Puis, ça dépend beaucoup aussi des entreprises. Si on est dans les manufacturiers, ils vont acheter des matières premières, ils vont acheter certaines machineries, ils achètent des produits qui ne sont pas certifiés avec la marque, mettons, avec les marques de produits du Québec, parce que ce n'est pas ça que la certification certifie jusqu'à maintenant. Dans les institutions, il peut y avoir des produits que oui, mais il y en a d'autres que non plus. Alors, il y a comme cet intérêt, mais des fois, c'est voir comment on peut vraiment être sûr qu'il est fait ici ou non. La certification est très pratique pour certains produits qui le sont certifiés, mais la certification ne couvre pas tous les produits que les institutions achètent ou les entreprises achètent. L'achat local, est-ce qu'il est entreprise locale ou il est produit local? Et ça dépend. Ouais. La difficulté que je vois toujours avec cette discussion-là, il y a un argument très important, très positif pour acheter local, c'est un argument économique. Right? C'est quelque chose que vous allez aider l'économie locale, ça c'est très important. Mais quand on regarde les côtés écologiques, c'est là que c'est la zone grise, c'est plus compliqué. Right? Okay. Parce qu'il y a des produits qui peuvent être produits, par exemple, si on pense, je vais donner un exemple très caricatural, par exemple, on va produire de la mangue au Québec. Pour avoir les conditions, pour avoir un mangue qui va pousser, qui va grandir, qui va produire des mangues, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de ressources, ça va avoir beaucoup de choses pour faire ça. Et ça va être beaucoup plus coûteux au niveau environnemental qu'avoir ces mangues de l'Asie ou d'Amérique du Sud qui va arriver ici facilement. Tu vois? Donc, c'est pas toujours qu'on achète quelque chose qui est local, qui c'est forcément bon pour l'environnement. Ouais. Il y a certains produits, je donne la mangue comme exemple très évident, mais il y a d'autres qui sont beaucoup moins évidents et qui tombent dans le même type de scénario. Tu vois? Si l'achat local, quand un consommateur prend une décision, c'est un des éléments dans ses critères. Exact, oui. Est-ce qu'il varie tout le temps en importance selon la catégorie d'achat? Ce que vous êtes en train de parler, c'est comme des façons de prendre des décisions. C'est quoi les critères que les gens prennent en considération pour faire une décision? Ouais. Il y a comme un infini numéro de quantité de critères que les gens prennent en considération. On semble très compliqué. On a des façons de prendre des décisions qui sont aussi différentes. Donc, les gens qui vont être... on a une façon de décision qui s'appelle compensatoire, un modèle décisionnel qui s'appelle compensatoire, qui c'est on va considérer tous les attributs, on va donner l'importance pour chacun des attributs et on va compenser les points forts, les points faibles de chaque attribut pour avoir une décision finale. Ça, c'est le type de choses qu'on ne va pas faire pour on va acheter des produits
de la nourriture, par exemple. Si on faisait ça pour chaque chose qu'on achète, on arrête de passer la journée au supermarché. C'est ça que j'étais pour dire. Ouais. Là. C'est comme mon ordinateur qui vient calculer pour chaque produit, fait tout ça. C'est impossible pour nous pour faire ça. Notre cerveau ne peut pas faire ça. Donc, c'est qu'on utilise d'autres façons cognitives de faire ça, comme par exemple ce qu'on appelle lexicographique. Lexicographique, ça s'appelle la traduction de ça. Donc, on va avoir un attribut, et cet attribut, c'est le plus important, et on va oublier les restes. C'est comme les gens qui simplifient les choses. Okay. Donc, pour certains consommateurs, peut-être acheter local, c'est le plus important. Il va tout oublier les restes, les prix, il va oublier la marque, il va oublier la qualité, il va oublier tout. Il va juste penser, est-ce que c'est local? Oui ou non. Si c'est oui, je le considère. Si c'est non, je ne considère pas. Okay. Donc, il y a des modèles de décision qui changent à partir du niveau d'engagement que les gens ont avec les produits, avec la catégorie de produits. Ces compensatoires que j'ai parlé avant, on va utiliser plutôt qu'on va acheter en voiture, qu'on va acheter en maison, un grand achat, quelque chose de très important pour nous. Mais c'est impossible de faire ça toujours. Donc, souvent, on va utiliser d'autres modèles de décision qui sont plus rapides. OK. Lexicographe, c'est le plus rapide de tous. Il y a d'autres qui sont entre les deux là. OK. Je suppose aussi qu'il y a une variation. Je ne sais pas si le modèle, on parle de modèle d'analyse, mais je me dis, tu sais, moi, j'ai une sensibilité à l'achat local importante, mais peut-être que dans certaines catégories de produits, ça varie aussi. Tu sais, je veux dire, dans ce produit X, c'est très, très, très important. Dans le produit Y, c'est pas la Oui, et c'est pas que seulement la catégorie de produits change, c'est parce que ça change pour la personne. Ouais. Tu vois? Ouais. Si vous êtes une personne qui donne beaucoup d'importance en maison, bon, vous êtes un investisseur qui achète une maison pour faire des flips et pour les vendre, pour avoir ça comme revenu, tu vas mettre beaucoup plus d'énergie encore que d'autres personnes. Mm-hmm. Si, peut-être, si la nourriture pour cette personne, individu A, peut-être c'est pas très important, mais si il y a un individu B qui trouve qu'acheter local ou qui est environnement responsable, c'est aussi important, c'est la chose plus importante de cette personne-là, il va utiliser les mêmes critères. Il va passer des heures à réfléchir et faire des recherches pour trouver les bons produits. Et après qu'il trouve les bons produits, il va continuer à acheter. Il va pas refaire ce processus cognitif à chaque fois qu'il va au supermarché. Non, parce que c'est un travail à temps plein, c'est long, là. OK. Ouais. Bon. Puis, au niveau des entreprises, tu parlais de sensibilité à l'achat local qui est très présente actuellement. Vois-tu des variables, soit par le type d'entreprise ou par les secteurs? Bien, surtout, c'est vrai que les produits, il y en a certains, si on rentre dans l'informatique, on sait que le produit lui-même ne va jamais être... jamais. Si c'est pré-usiné, usagé, là, ça va être fait ici, là. Mais si c'est un produit neuf, on le sait que toute la production est en Asie. Puis ici, notre fournisseur va être un distributeur, oui, local, mais le produit vient de l'extérieur. Alors là, les efforts, on le sait que la production, où elle est. Y a-t-il de la conception électronique au Québec un peu? Ben, c'est surtout aux États-Unis. Ouais. C'est les grandes marques pour le TI. Ouais. Ça, là. Ben, il y en a un peu quand même, là, mais les grosses du marché, c'est à l'extérieur. Ouais. Alors, ça dépend de la catégorie de produits, si on sait c'est quoi la chaîne ou quelle est la possibilité d'avoir un produit local ou non. On va faire les efforts de justement aller voir, est-ce qu'il y a des producteurs qui sont ici à la place aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres parties du monde. Alors, en fonction de la catégorie d'achat, on peut poser plus d'efforts à chercher de trouver des alternatives locales ou non. Mais comme je disais, quand on est plus dans le secteur public, si les montants excèdent un certain seuil, là, on ne peut pas prioriser, ça va contre les règles des libres marchés et tout ça, exactement. Puis d'autres seuils en fonction des différents accords de libre-échange avec les différents pays. Alors là, même si on voudrait, on ne peut pas prioriser parce qu'il faut garantir l'accès à tout le monde. Puis on ne peut pas donner des points supplémentaires pour l'aide locale. Puis dans le rôle actuellement de l'ECPAR, est-ce que vous faites ça, faire du maillage entre les entreprises au niveau de l'achat de produits? On ne fait pas. Non, on laisse... parce que chaque région... Moi, j'habite en Gaspésie, à Amqui. Tu habites en Gaspésie? Oui. Es-tu venu ici pour le pot? Oui. Mon Dieu! Mais aussi, j'ai profité, là. Non, je n'ai pas descendu pour ça. Oui, mais j'ai profité le voyage. OK. Où à Gaspésie, tu restes? À Amqui. Ah oui, à Amqui, tu le dis. Oui. Alors, à Amqui, les municipalités, les entreprises du coin, ils ont un bassin de fournisseurs très limité.
Alors, essayer de faire des maillages, c'est très régional. Oui, mais... Puis, quelque part, il y a comme une activité provinciale. Ouais. Alors, ça serait plus difficile. Et il y a de plus en plus d'organisations qui font ce type de maillage. Alors, nous, on est plus pour promouvoir les pratiques, définir des bons critères. Justement, si c'est pour définir local, qu'est-ce que ça veut dire local? Par exemple, la ville de Gatineau, pour eux, local québécoise, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut qu'ils achètent quelque chose de la Gaspésie, que c'est vraiment loin de eux. Ouais. Eux, ils préfèrent un rayon plus géographique de X kilomètres autour de la ville, même si c'est l'Ontario, parce qu'ils sont à la frontière. Tandis que quelqu'un qui est plus à Montréal ou dans une autre région, il peut prendre le Québec ou il peut... T'sais. Alors, on essaie de donner des définitions ou d'aider à définir pour bien pouvoir choisir aussi, puis bien pouvoir mesurer par la suite. Parce que si on dit juste local puis on ne donne pas une définition, c'est difficile. Je trouve ça intéressant ce que tu apportes parce que l'achat local pour une municipalité, ça va souvent être les commerces de la ville. Oui. Mais dans les commerces de la ville, tu n'achètes pas nécessairement des produits québécois. Fait que, qu'est-ce qui est plus local? Un achat dans un commerce de la ville ou un achat de produits québécois dans un commerce qui n'est peut-être pas dans la ville? Bonne question. Je sais, il faut trouver parce que j'avais vu des études, je pense que c'était en Colombie-Britannique. Ils essayaient de calculer les retombées, de faire un achat d'un produit local dans un commerce local, par un produit local dans une plateforme plus grande, Amazon de ces mondes, ou acheter un produit non local dans un commerce local ou dans une plateforme internationale. Ouais. Il avait fait c'est quoi les retombées économiques? Combien $7 que je dépense retourne dans mon propre économie? Puis là, j'y vais vraiment des mémoires. J'ai pas les chiffres, je les ai pas sortis, celles-là. Mais je pense que dans un cas, c'était comme 11 fois que l'argent retournait quand c'était un produit local acheté dans un commerce local. Tandis que c'était comme juste 11 fois plus quand c'était comme ça que quand c'était sur une plateforme. Ouais. Parce que les commerces locaux, c'est aussi les employés qui sont là, les commerces qui ont été peut-être construits ou loués, alors c'est l'argent de la location, les taxes municipales. Ouais. Alors il y a comme, on achète beaucoup en ligne parce que oui, peut-être c'est moins cher, mais on ne se rend pas compte qu'on perd ces retombées économiques juste d'aller à la boutique de notre quartier ou de notre ville. Mais c'est sûr que ça, c'est la combinaison parfaite, le produit québécois dans un commerce local. Exact. Mais je me demande vraiment, après ça... Oui, il faudrait comme faire le calcul, comme vous avez fait une étude pour les économiques, pour les produits certifiés par rapport à non certifiés de l'extérieur. Alors, déjà là, il y a comme ce calcul de c'est quoi le retombé, puis avec chaque produit, c'est un peu différent. Oui. Alors, ça dépend de la provenance aussi du produit importé. Ça dépend de... Il est-tu fait dans un produit où il y a de l'énergie propre? Il est fait, parce qu'il n'y a pas juste la distance, il y a parce que l'énergie, elle est... Fait que, c'est quand même... c'est dur de faire autrement que du cas par cas, sincèrement. Là. C'est très difficile. C'est très difficile. Comment on... Moi, je me demande toujours, je me dis, tu sais, on sent une sensibilité à l'achat local. Il y a des périodes comme actuellement qui sont encore plus propices, disons-le ainsi. Mais il y a aussi des plateformes, tu sais, comme Temu, par exemple, qui sont dans la surconsommation de produits d'assez basse qualité quand même. Puis souvent, c'est des fois les mêmes personnes qui achètent ces deux endroits-là. Est-ce que c'est vrai? Ça se peut, oui. Ça se peut. Oui, les humains sont très compliqués, là. Moi, je trouve que oui. Je trouve que oui. Non, mais ça dépend de quel produit, bien sûr, et ça dépend un peu de la motivation des gens pour pourquoi ils achètent chez Temu, l'achètent un produit local un magasin local. C'est toujours des motivations différentes. J'imagine qu'acheter chez Temu, je n'ai pas fait de recherches sur le top, c'est le sujet, mais ma impression, toujours, juste en regardant Temu, c'est que vous allez dépenser beaucoup moins pour avoir une qualité, pas optimale, mais un très bon deal pour les prix et qui te possibilite de solutionner certains problèmes, par exemple, un vêtement que tu voulais avoir rapidement, ou des outils, tu vois. Donc, ça peut être quelque chose qui intéresse aux consommateurs parce qu'ils répondent à certains besoins qu'ils ont. Nous ne sommes pas comme juste une question qui nous répond de notre motivation. Acheter local, c'est une des choses, rentre en centaines d'autres choses. Et ce niveau de priorité que les gens ont, ça change de personne à personne. J'ai dit toujours, on parlait un peu de modèle de décision, que c'est intéressant de savoir que le modèle de décision est différent, mais
le plus important encore est connaître votre consommateur pour savoir quel type de décision qu'il est plus probable qu'il va utiliser pour ton produit. Tu vois? Oui. Donc, juste savoir qu'il existe des processus décisionnels différents, ça ne dit rien si tu ne connais pas ton consommateur et tu ne sais pas quel processus qu'il va utiliser. C'est vrai. La clé, c'est souvent de connaître le consommateur, connaître la catégorie de produits. C'est tout à fait vrai. Donc, c'est fort probable qu'on a quelqu'un qui dit qu'il achète local, qui en même temps achète chez Temu. Je ne suis pas surpris. Non, parce que c'est une plateforme qui est quand même assez fréquentée, si je peux me permettre. Là. Ouais, puis pour les organisations, peut-être il y a un volet personnel dans les motivations, dans certains choix, mais souvent, quand une municipalité doit avoir les contrats pour la collecte des matières résiduelles, les besoins ne sortent pas de cette personne, c'est un besoin pour les services que l'organisation doit fournir, ou si c'est une entreprise pour produire les produits qu'ils vendent. Alors, les motivations sont différentes quand on se retrouve en entreprise ou en institution. Mais il y a toujours la contrainte budgétaire qui va faire que même si on a un engagement, puis on a certaines valeurs ou certaines priorités qu'on veut mettre de l'avant, après, on est confronté avec les prix, puis il faut toujours aussi faire cet équilibre de je vais être très responsable, mais j'ai plein de choses à faire. Alors, je ne peux pas mettre toutes mes œufs dans le même panier. Comme tu disais avant, il y a 3 axes pour la... Oui. Donc, économique, c'est important aussi. Ça ne vaut pas la peine d'avoir tous les environnements si on n'a pas la condition économique pour avoir du bien-être aussi. Exact. Donc, il faut que ces 3 s'équilibrent. Ouais. Mais disons, là, parce que tu touches un point, puis c'est un point que j'ai déjà abordé aussi dans un autre podcast, c'est le coût réel d'un produit, dans le fond. Parce que souvent, dans un appel d'offres, ce qu'on va voir, c'est on va prendre le plus bas soumissionnaire, surtout en haut des seuils, là, du moins, là, on va prendre le plus bas soumissionnaire parce que c'est la règle. Mais le produit, sa durabilité, si elle n'est pas comparable ou moins comparable à un produit qui est plus cher, tu sais, comment on fait pour faire l'équilibre de ça? Bien, le plus bas soumissionnaire, c'est pas la règle dans le sens, on n'est pas obligé toujours de faire cette procédure. On a des options. Mais c'est vrai que les autres options, ça demande peut-être créer un comité, avoir certaines évaluations, des critères de qualité. Alors, c'est pas qu'on est obligé d'aller pour les prix les plus bas. Puis aussi, même dans les plus bas soumissionnaires, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Ouais. Alors, si on met certains critères de qualité, environnementale, sociale, durabilité, peu importe, qui sont obligatoires, on va choisir ceux qui garantissent les critères qu'on a demandés. Alors, même dans le plus bas, on peut garantir un certain minimum de critères, puis on n'est pas obligé d'aller au plus bas. On peut aller par différentes procédures, une enveloppe, 2 enveloppes, marge préférentielle en fonction du type d'organisation publique qu'on est. On a une marge de manœuvre, puis si on rentre dans le privé, on a toutes les marges de manœuvre. Ouais. Alors, on peut choisir le plus bas, mais c'est parce qu'on choisit l'économique par rapport à tous les autres critères. Mais il y a la marge de manœuvre pour toutes les institutions de faire cet équilibre. C'est juste que des fois, c'est des pratiques qui nous demandent plus d'investissement en ressources, aller chercher les personnes, faire les évaluations, etc. Alors, c'est... On le fait-tu bien au Québec, ça? Mais moi, on pourrait le faire mieux. Moi, personnellement, je pense qu'on ne fait pas si bien. OK. Qu'on est très conservateur. Par exemple, souvent, je me fais dire mais créer un comité d'évaluation, quand on va à 2 enveloppes ou une enveloppe, avoir comme cette évaluation qualitative, ça demande 3 personnes dans un comité, il faut les trouver, nanana, c'est long. Et moi, je dis comme, oui, mais au moins en Espagne, je ne veux pas parler pour l'Europe en général, même si je pourrais, mais je vais dire juste pour l'Espagne, c'est presque tous les processus sont comme ça. Nous, on ne trouve pas que c'est bizarre de créer un comité puis mettre le temps que ça demande. Alors, je trouve qu'ici, il y a certaines pratiques qui pourraient être améliorées, assouplies, puis ça permettrait, parce que aussi, souvent, on va voir ce préjugé, les produits locaux, les produits plus durables sont plus chers. Automatiquement. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas... Mais c'est vrai qu'on a cette précédente. C'est là, exactement. On a cette pensée, mais comme on ne se donne pas des modèles d'appel d'offres, justement avec évaluation des qualités, mais on le limite beaucoup, parce que soit que c'est obligatoire, soit que on ne demande rien. Puis pour demander obligatoire, il faut qu'on sache qu'il y a assez d'offres dans le marché.
Alors, ça limite beaucoup, ça ne permet pas d'innover puis de sonder le marché d'une façon sur l'action, pas en amont dans la préparation et tout, mais aussi déjà dans un appel d'offres, voir qu'est-ce que les entreprises sont capables d'offrir, un peu plus, un peu moins. J'évalue avec les prix, toujours avec des formules qui ne me permettent pas de trop dépasser. Et si tu sais que les consommateurs sont prêts à payer plus cher, c'est une opportunité pour la compagnie. Pour avoir une marge plus élevée, et il est capable de vendre ça à $100, mais il y a une marge beaucoup plus large. Tu pourrais les vendre à 100 et pour les vendre à 120. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Mais comme consommateur, là, dans notre processus décisionnel, on a ça aussi, qu'on ne fait pas nécessairement, parce que là, on est devant, je vais prendre un cas typique d'achat, là, on est devant une tablette, puis là, il y a 2 prix. Là, on se dit pas, celui-là va durer combien de temps? Puis, il y a une évaluation plus succincte qui est faite, mais au bout du compte, c'est la même chose. C'est le même principe, dans le sens où cette évaluation-là, elle est vraie aussi quand on achète un seul produit versus quand on répond à un appel d'offres. Ouais. Puis ça m'amène à une question parce que, bon, nous, on a des marques de certification de provenance, donc on peut garantir aux consommateurs que le produit est conçu, fabriqué ou produit selon notre définition. Mais est-ce qu'il y a des certifications claires et connues sur la durabilité des produits? Parce que j'en ai trouvé, mais moi, j'en connaissais presque aucune de celles que j'ai vues. Fait que je dis, mon Dieu, est-ce que ça existe-tu? Ben oui, pas que je connaisse comme tu as connu comme ça, non? Non? Ben, non, il faut s'intéresser, Oui. puis là, on les trouve. Ouais. Puis Allez. on lit un peu, puis on se retrouve, puis il y en a beaucoup. Mais ils ne sont pas connus nécessairement. Il n'y a pas de notoriété. Non, mais comme les certifications locales. Dans le sens, toute certification, on la connaît quand on s'intéresse au sujet. Oui. Si on s'intéresse au produit locaux, on va aller chercher les Ça commence certifications. comme ça, oui. Ouais. Et après, c'est une question d'exposition, right? Donc, si on pense le produit de Québec, il y a quelques-uns, les gens ne connaissaient pas. Mais avec l'exposition, la répétition, les gens commencent à donner des valeurs à ça. C'est comme n'importe quelle marque. Ouais. Right? Donc, Coca-Cola, il y a 200 ans, personne ne le connaissait. Mais après l'exposition, répétition, et l'exposition de la marque, les gens vont donner une valeur à ça. OK. Ouais, puis par exemple, si on pense dans l'alimentation, les certifications bio, il y a beaucoup de personnes qui les connaissent pour ceux qui ont ces soucis. Ouais. Alors, peut-être tu connais les 2, 3, la canadienne, la québécoise, les États-Unis, qui sont les produits qui se retrouvent sur nos tablettes aussi ou dans les marchés publics. Si on pense à plus les bois, les papiers, mais le monde qui s'intéresse, ils vont, OK, FSC, c'est celle qui l'a reconnue la plus. C'est celle que j'ai connue. Mais oui, mais c'est ça. Quand on a une sensibilité, on va aller regarder. Fait que si je veux acheter un tel produit, y a-t-il une certification qui me garantisse? Puis là, on est exposé. Si on pense à l'informatique, l'électronique ou des appareils électroménagers, soit qu'on va aller regarder l'Energuide, que c'est la certification comme nationale, soit qu'on va regarder l'Energy Star, parce qu'on sait que c'est le programme des États-Unis pour la consommation d'énergie. Si on est plus dans l'informatique, ça va être TCO ou IPIT. Quand on commence à regarder minimalement, on trouve celles qui sont plus connues dans le domaine. Si on n'est pas intéressé, on ne connaît aucune. T'sais, la réalité est que je pense que peu de gens qui s'informent vraiment réalistement. C'est rare les gens qui font des études avant de magasiner nécessairement. Fait qu'on se fie un peu sur le marketing pour nous informer aussi, l'emballage. Et là vient la question, du moins pour la responsabilité, il y a de l'éco-blanchiment, il y en a eu depuis longtemps. Je pense qu'il y en a eu de façon inconsciente. En même temps, les entreprises sont peut-être plus conscientes. Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'il y en a plus actuellement? Je n'ai pas une statistique pour dire s'il y a plus ou moins. Okay. Moi, je pense que c'est un problème qui va rester pour très longtemps. C'est comme je disais avant l'entarrête, j'ai fait un parallèle avec psychologie évolutive. Parce qu'on sait, en psychologie évolutive, on utilise beaucoup ce qu'on apprend avec les comportements des animaux pour expliquer les comportements humains. Et on peut aussi extrapoler ça pour les comportements des compagnies. Donc, pour les animaux, par exemple, vous allez voir un serpent qui se ressemble à un autre serpent qui est dangereuse. Il fait ça comme façon de protection. Des animaux qui vont faire semblant qu'ils sont plus grands qu'ils sont pour question de protection aussi. Donc, l'idée, c'est que les compagnies vont faire les mêmes choses. Donc, s'ils savent que les consommateurs donnent une importance élevée à l'éco-responsabilité, ils vont faire semblant qu'ils sont éco-responsables pour avoir les bénéfices sans avoir les coûts. Mm-hmm. Donc, c'est ça à la base. Et c'est ce qui se passe. Et je pense que ça va continuer parce que ça fait partie un peu de la psychologie humaine. Mais je pense que la façon de régler ce problème-là,
c'est de créer des marques, des labels qui vont donner confiance aux consommateurs et comme ça, ils ne vont pas avoir besoin de faire confiance juste sur la compagnie, qui disent qu'ils vont avoir toutes sortes de marges, des mots, des phrases qui sont très compliquées là, pour accepter en face. Et on va avoir quelqu'un externe qui pourrait donner une évaluation. Ouais. Et je pense que peut-être ce qui va se passer un peu avec le temps, c'est un peu ce qui se passait avec l'industrie du cinéma, par exemple. Par exemple, l'industrie du cinéma avant, on a maintenant les labels qui disent ça c'est pour les adolescents, ça pour les adultes, ça pour les enfants. La même chose se passe avec les jeux vidéo, par exemple. Right? On a un label qui dit à quel âge c'est indiqué pour ces produits-là. J'imagine que la même chose ça peut se passer. Ça se peut que l'industrie va être fâchée avec les opportunistes comme ça. Ils vont s'autoréguler ou quelqu'un externe va créer ça pour essayer de contrôler ce type de comportement. Mais jusqu'au moment qu'on n'a pas quelqu'un qui travaille comme police, je pense que ça doit se continuer. Ouais. Puis on a vu, je pense que si tu laisses les marchés s'autoréguler, il y a toutes sortes de résultats. Ouais. Mais par exemple, au Canada, ils ont approuvé une adaptation, une modification à la loi de la concurrence. C'est 59, c'est ça? Ben, c'était... Oui, ça se peut. Je ne sais pas, c'est le bill... Peut-être que c'est ça. Ben, le chiffre, je ne sais pas, mais il a passé les modifications. Il y avait des modifications des douanes, mais aussi la loi de la concurrence. Puis on a vu des entreprises retirer de leur site web, de leur message, certaines choses qu'ils disaient par rapport à leur comportement environnemental ou social. Parce que là, ils étaient plus sûrs de le droit de le faire. Est-ce qu'on est bien appuyé ou non? Peut-être les équipes de marketing, ils lançaient des idées, puis les autres étaient comme maintenant, peut-être on va retirer ça parce qu'on pourrait avoir des enjeux. Ouais. Alors, je pense qu'il y a certaines mesures qui aident à ce n'est pas des mesures de l'industrie, c'est des mesures extérieures, mais quand même. Qui génèrent des conséquences négatives économiques assez importantes quand on dit n'importe quoi, pas appuyé. Puis, dans cette modification de la loi de la concurrence, avant, c'était juste par rapport aux produits qui étaient vendus, mais dans la modification, je pense, si je ne me trompe pas dans l'évolution de tout ça, maintenant, c'est aussi par rapport à l'entreprise elle-même. Son comportement en tant qu'entreprise, pas juste le produit qu'elle met au marché. Ouais. Alors là, c'est ça, si l'entreprise veut dire « Ah, moi, j'ai réduit mes émissions de gaz à effet de serre, ici et ça », mais il faut que ça soit vrai, que ça soit appuyé, sinon il peut y avoir des enjeux pour ces entreprises. Alors, ça aide à minimiser un peu l'écoblanchiment, même si je suis d'accord qu'il va continuer à en avoir. Mais là, comme il n'y a pas, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de label là, qui vient, fait qu'il n'y en a pas. Fait que moi, comme consommatrice, si je veux acheter de façon responsable, c'est qu'est-ce que je dois surveiller comme allégation, sur quoi c'est quoi l'intérêt que je devrais accorder? C'est vraiment très difficile pour le consommateur pour savoir. Première chose, est-ce que vous allez donner confiance pour la phrase, pour ce que la compagnie dit? Ça, c'est le premier grand problème. Et le deuxième, est-ce que OK, peut-être on peut faire confiance qu'il est éco-responsable, mais il est éco-responsable à quel niveau comparé à quoi? Donc, c'est très difficile à mettre ça sur les épaules des consommateurs. C'est juste, pour moi, à mon avis, c'est pas faisable. Il y a beaucoup de certifications dans le monde et il y en a certains qu'on s'autodonne en tant qu'entreprise. On génère un label, puis on le met là, puis on a une petite phrase, puis il n'est pas surveillé par personne. Mais il y a certains systèmes de certification qui sont plus fiables. Alors, quand on rentre, nous, quand on parle avec les organisations, on dit, regardez les certifications de type 1 selon la ISO, l'Organisation internationale de la standardisation. C'est des certifications qui vont avoir une vision des cycles de vie, qui vont évaluer les impacts des différents produits, puis vont mettre des critères à respecter pour obtenir la certification. Là, c'est les TCO, si on pense pour des équipes informatiques, les Green Seal pour certains produits, il y a les UL Ecologo, ici plus dans le marché nord-américain. Alors, il y a certaines certifications qui ont cette vision des cycles de vie, ils mettent des critères à respecter pour obtenir la certification. C'est une certification indépendante
qui a tout un processus transparent de définition de ces critères. Ça, nous, on les recommande pour les institutions si les produits sont certifiés. Il y a pour les catégories que chacun achète, ça sont fiables. Après, il y a d'autres qui sont similaires à ces certifications, mais au lieu d'avoir cette vision des cycles de vie complète, ils vont se concentrer sur une chose. L'énergie star, consommation d'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans la fabrication de mon électroménager séparate? C'est la consommation d'énergie. L'agriculture biologique, c'est un peu la même chose. Peu importe comment tu me transformes ton aliment pour me faire mon sac de pâtes, je veux que le blé soit biologique. Alors, il y a comme ça, c'est des certifications ou les FSC pour les produits du bois qui vont définir des critères obligatoires à respecter dans la production pour obtenir la certification, la production ou l'utilisation des produits. Là, c'est des bonnes sources. Encore une fois, c'est indépendant. C'est fait dans des processus transparents de définition des critères. Les produits du Québec, ça aussi, c'est une autre marque. Si on veut se concentrer sur les volets locaux, c'est une bonne source. Encore une fois, la même question. Ouais. Il y a une définition claire, faite à l'externe, évaluée par une tierce partie, on peut s'en fier. Après, quand c'est plus de certifications que l'industrie se donne elle-même ou que c'est juste une entreprise qui se donne, oui, ça, c'est clair. Là, il faut que ça soit des certifications. Sinon, c'est tu mettre ça sur l'épaule des consommateurs, ça ne va pas fonctionner. Il n'est pas capable de gérer ça. Il n'a pas la connaissance. Mais là, on a un défi aussi parce que tu m'en as nommé 6. Là, je veux dire, dans le sens où moi, je suis une entreprise, je vais en mettre une sur mon packaging. Là, j'ai ISO, B Corp, FSC, tu m'en as nommé un autre, Clean ou Fairtrade, Produits du Québec. Ouais. Ben, c'est beaucoup, là. Ouais. Fait que, à un moment donné, puis comme entreprise, je suppose aussi que, tu sais, t'as de l'argent, t'as des ressources à mettre là-dessus pour obtenir ça. Fait que ça serait pas... Est-ce que on pourrait aspirer à dire, hey, on en crée une qui est responsable ou c'est trop large. T'sais, on peut pas traiter d'aussi large, puis là, on traite toutes les industries. Parce que, tu sais, je trouve que c'est difficile d'avoir autant de logos en circulation, à moins de faire des études avant d'aller magasiner. Tu sais, je veux dire... On a une station pour des Wild West, je pense. Je pense que c'est dans les temps, le plus que les consommateurs donnent d'importance à les certifications, à ces labels-là qu'on discute, le plus qu'on va avoir des certifications pour que les industries, les compagnies, etc., vont essayer d'avoir ces certifications. Les gouvernements ou d'autres compagnies vont créer cette certification, ça va être disponible, et on va arriver dans une situation, un peu comme tu discutes là, qu'on va voir dans une marque qui est comme 10 certifications différentes, les consommateurs, ça ne va pas aider les consommateurs, ça va générer confusion parce que c'est comme c'est trop. Oui. Right? Et comment elle est aussi parfait. Donc, je pense que dans le futur, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la certification de la certification. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la compagnie qui a comme 10 certificats va avoir un certificat spécial, Gold Standard, blablabla, et qui va utiliser celui-là qui c'est supérieur, il va informer le consommateur que c'est supérieur aux autres. C'est un peu comme ça que peut-être va se passer. C'est un peu, on parle un peu de ce qui va se passer, on ne sait pas jamais, oui. Mais si on continue dans cette vague de certification, j'imagine que quelqu'un va essayer d'organiser ces certifications pour avoir une certification Gold Star. Type des choses dans le monde. On va voir quelque chose là. Ouais. Dans les certifications de type 1, on voit... C'est quoi type 1, rappelle-moi? C'est... Le type 1, c'est selon la ISO 14024, je pense, ou 25. OK. C'est un standard dans les familles des normes ISO. Okay. C'est celles qui définissent c'est quoi une certification de type 1, UL Ecologo, Green Seal, TCO, si on pense plus en Europe, la Flore européenne, Blue Angel. C'est une certification produit. C'est une certification produit, un peu de service, mais surtout produit, puis qui ont cette vision des cycles de vie, puis ils vont toucher tous les enjeux comme les principaux. On a vu, à l'origine, ces certifications étaient très environnementales. Avec le temps, ils ont rajouté des éléments, surtout par rapport à la performance des fabricants, aussi sociales. Les normes au travail, santé, sécurité, hors de travail, travail forcé, etc. On voit une sorte d'élargissement des critères dans ce type de certification pour essayer justement de ne pas juste regarder l'environnemental, mais regarder le social aussi. C'est sûr que quand on veut rajouter le côté, mettons, local, ça va dépendre des produits. Puis si on parle de l'informatique, par exemple, ça va être de n'importe où, alors tu ne peux pas avoir le volet local. Mais c'est vrai qu'il pourrait toujours avoir comme 2-3 critères. Dire, la matière première, un peu ce que vous faites ici, aux produits du Québec, est-ce que la matière vient d'ici, puis on rajoute certains éléments pour dire...
responsable et local, ou environnemental, social et local, il pourrait avoir une évolution dans ces marques-là. Ouais. On voit aussi de plus en plus qui essayent de s'auto-reconnaître. OK. Surtout dans le type 1, là, les certifications de vision des cycles de vie, ils essayent de dire, OK, on essaye de faire la même chose, on rentre dans des marchés peut-être différents, mais des fois, on s'échavauche. Est-ce que ta certification, je la reconnais comme pareille à la mienne pour dire, oui, si tu produis ta certification à la mienne aussi, c'est la même chose. Parce qu'on a eu tellement de diversification des certifications, des normes, des standards, que maintenant, on essaie de reconverger parce qu'il y en a trop dans le marché. Puis finalement, quelque chose qui était supposé d'aider le consommateur, consommatrice, on vient de les confondre parce qu'on en a mis trop sur le marché. Ouais. Il y a aussi une chose qui est intéressante de voir. Moi, je suis brésilien d'origine. Okay? Avant de venir au Québec, j'avais des amis qui travaillaient dans des compagnies, tout ça. Et les compagnies étaient toujours très impliquées à avoir une certification de type ISO parce qu'avoir une certification de type ISO, ça possibilitait à la compagnie d'exporter leurs produits ailleurs. Donc, même parce que les marchés vont voir les critères, par exemple. Certains, en Europe, c'était un peu commun ça. Pour vendre ton produit ici, il faut que tu aies certaines certifications de qualité pour la viande, pour la qualité pour les grains, ça peu importe, tu vois. Ouais. Donc, les compagnies locales étaient très impliquées à essayer d'obtenir cette certification-là. Même les compagnies de services étaient pour les questions sociales, comment traiter les travailleurs, tout ça. Parce qu'une fois qu'ils avaient cette certification, les clients, dans un autre côté du monde, pourraient donner confiance que c'était quelque chose qui est juste pour les travailleurs, pour les consommateurs, pour les citoyens locaux, mais c'est aussi juste au niveau de compétition. Ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi au niveau local qui va venir avec même pas les mêmes niveaux de législation, des demandes légales, tout ça. Donc, c'était très important pour ces compagnies-là d'obtenir les ISO pour rentrer dans un autre marché. Toi, tu viens d'Espagne. Est-ce que tu voyais le même genre de situation en termes de certification? C'est-tu les mêmes certifications qui se promènent de par le monde ou il y en a d'autres? Non, les certifications changent. Je ne vois pas les mêmes qu'on voit en Europe, par exemple, la flore européenne qui était très répandue en Europe, ou les cygnes blancs, que c'est plus scandinave, ou l'angle bleu. Tu veux la traduction? Je les connais en anglais. Mais elle, qui c'est allemande, alors il y a certains produits qui circulent dans certains marchés, puis on ne les voit pas à l'extérieur. Okay. L'agriculture, ça se promène plus. Mais pour beaucoup de produits nettoyantes, peintures, il y a pas... On dirait qu'on exporte moins ou qu'on importe la matière première, mais pas le produit fini. On le fait sur place. Alors, quand les produits vont se rendre de ce côté, on va aller chercher les certifications d'ici. Quand c'est de notre côté, ça va être les certifications d'un autre endroit. C'est rare que les certifications se promènent tant que ça. Alors, quand on essaie de chercher des produits, les peintures ou d'autres ici, ça va être plus les certifications nord-américaines que les certifications européennes. Les produits, moi, c'est quand même surprenant. Ils ne se promènent pas tant, sauf les produits qu'on le sait que la chaîne est globale. Textile, TI. Il y a comme certains produits qu'on le sait qu'on ne les fait pas comme dans notre milieu, puis là, les certifications vont être un peu plus globales. Fait que, mettons, tantôt, tu as donné l'exemple d'FSC. FSC, c'est international. C'est international, c'est ça. Ouais. Puis c'est qui devrait avoir la responsabilité de créer une certification durable, mettons, appelons-la comme ça? C'est-tu l'État ou c'est l'entreprise privée qui devrait prendre ça en charge pour... C'est une bonne question. Hein? Ça va dépendre, chaque pays va avoir sa mentalité. Moi, je suis de l'opinion que c'est mieux d'avoir ça pour les gouvernements qui gèrent ça. Parce que c'est moins de conflits d'intérêts, j'imagine, que si on laisse l'industrie si autoréguler. Mais on a beaucoup d'exemples d'autorégulation de l'industrie qui fonctionnent bien. Je parlais du cinéma avant, je parlais de jeux vidéo avant. Ce sont des bons exemples qui étaient autorégulation qui ont bien fonctionné. Mais grosso modo, ça dépend du cas par cas, mais grosso modo, j'imagine que c'est mieux avoir une certification par l'État. Oui, puis beaucoup surtout celles de type 1 là, que j'ai mentionnées, ils ont sorti des initiatives gouvernementales, mais après, il a été comme externalisé pour être vraiment un organisme indépendant. Mais la ISO, dans le cas de la certification de type 1, va dire un peu les critères à suivre
pour respecter les standards de qualité. Puis il y a tout un processus participatif dans la définition des critères où ils vont impliquer l'industrie, ils vont impliquer les organismes à but non lucratif, le gouvernement aussi. Toutes les parties prenantes vont être invitées à s'asseoir puis à décider un peu les critères, mais faites par un organisme indépendant qui a moins de pression des intérêts des uns et des autres. Est-ce que toutes ces certifications, parce qu'on mentionne beaucoup ISO depuis tantôt, puis je me dis, est-ce que c'est à la portée de tout type d'entreprise? Puis est-ce que c'est pertinent aussi pour tout type d'entreprise? Là? C'est ça, les certifications certifient certains produits, pas toutes. Ouais. Alors, il n'y a pas tant de certifications, il y a plus de choses qu'on produit ou des services qu'on offre que des certifications qui vont les certifier. Alors déjà, il y a une limitation à ça. Ouais. Puis l'argent, ça va dépendre. C'est surprenant. Des fois, il y a des petites entreprises qui voient la valeur parce qu'ils savent qu'ils vont accéder à certains marchés, qui vont se distinguer d'autres compétiteurs, puis ils vont le faire, même s'il faut payer pour être certifié, parce que c'est pas juste qu'il faut payer pour être certifié, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient, qui check tes choses. C'est le temps. C'est le temps, là. C'est pas juste ça. Je viens, je check. C'est du temps à faire cette démarche. Alors, il y en a certains qui voient la valeur même quand ils sont petits, parce que leur produit, c'est très clair. Oui, ça change de façon de faire les choses. Oui, exact. Il y a d'autres qui voient moins la valeur. Peut-être c'est comme un produit secondaire. Il y a la concurrence. Il y a plein d'autres. Ils n'ont pas la demande de leur propre clientèle, soit institutionnelle ou de citoyenne. Alors, eux, peut-être, ils voient moins la valeur. Il va falloir beaucoup d'efforts de dire, OK, si je paye ça, j'en retire après un bénéfice. Ça vaut la peine pour moi. Des fois, c'est un calcul aussi que c'est pas toujours facile à faire. Mais si on pense plus aux certifications de gestion d'entreprise, du Corp, tu as mentionné, mais il y a la ISO 14001 pour la gestion environnementale ou d'autres. Là, il y a une sorte d'efficacité dans les processus, dans les pratiques, une amélioration, une réduction de la consommation d'énergie, de consommation d'eau, de la gestion matière résiduelle. Il y a un effort à faire pour obtenir ces certifications, mais on retire quand même beaucoup de bénéfices de les mettre en place. Là, c'est plus gagnant de les appliquer puis payer pour être certifié. Puis si on avait, disons qu'on a une baguette magique, là, puis on a la capacité de créer la parfaite certification responsable, locale et tout ça, c'est quoi les critères qui devraient être les premiers critères là, sur lesquels qu'on devrait mesurer, ça serait quoi? On commence toujours quand nous, on essaie de mettre des critères d'achat responsable dans une catégorie de produits ou services. On regarde sont où les points chauds, sont où les grands impacts de cette catégorie. On va faire comme plus des analyses de cycle de vie qui nous servent à mesurer avec les limitations des analyses de cycle de vie, mais on essaie de dire, du côté environnemental, du côté social, sont où les grands impacts pour telle catégorie. Puis on essaye de mettre des critères pour réduire ces grands impacts, parce qu'on ne va pas tout réduire. Non, c'est on ça. ne peut pas tout toucher, mais au moins qu'on garantisse qu'on touche le plus important. Fait qu'impact, on parle impact en gaz à effet de serre, on parle effet de serre, en consommation de ressources, en pollution. Ça peut être juste ça, impact, c'est très vaste. Effet sur la santé, conditions de travail. Il y a beaucoup d'éléments sociaux, environnementaux qu'on va regarder, mais on peut les regarder, on peut essayer de faire cette sorte d'analyse. Puis, ça, c'est important. Il faut qu'on minimise ces impacts, puis on prend les plus importants. On aura peut-être la chance de le faire. Hein, qui sait? Peut-être que l'État va le prendre en charge aussi. Mais dans ton travail de recherche, tu as un intérêt envers les mécanismes, là je prends ma note parce que j'ai mécanismes biologiques et hormonaux comme la testostérone dans le comportement des consommateurs et comment ces facteurs-là biologiques influencent le comportement d'achat. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah bon, je ne savais pas. » Donc, dis-nous en plus un peu. OK. Donc là, c'est que je travaille, on a mes axes de recherche, c'est les impacts des hormones, plutôt spécifiquement la testostérone sur le comportement et sur le comportement d'achat. OK. Right? Donc, la testostérone, c'est un hormone intéressant parce que c'est un hormone qui est plus concentré, plus fort, plus présent chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Mais les femmes ont une concentration de testostérone aussi. Et on mesure la testostérone de 3 façons différentes. Pardon, moi, c'est pas jusqu'à 3 façons. Moi, à ma recherche, j'ai fait de 3 façons différentes. Okay? Un, c'est avec qu'on appelle circulating testosterone. Donc, c'est la testostérone présent à ton corps au moment de la recherche. Tu peux mesurer ça avec la salive ou avec du sang, ou prise de sang.
Et comme ça, tu sais le niveau de testostérone que la personne a au moment de l'expérimentation, de tout ce que tu fais. J'ai déjà fait aussi avec l'exposition de testostérone prénatale. Donc, ça, c'est la testostérone que vous étiez exposé avant que tu étais né. Donc, dans ton utérus de ta mère, tu es exposé à un certain niveau de testostérone, d'œstrogène, d'autres hormones aussi. Et cette exposition à testostérone va créer une propension à se comporter d'une certaine façon. Okay? Donc, on peut mesurer ce qu'on appelle les DOD4D. C'est le deuxième doigt versus le quatrième doigt. Et cette proportion entre le deuxième et le quatrième, c'est un indicateur de quel niveau de testostérone. Et là. Oui. J'ai fait ça avec mes étudiants, je regarde toujours la main. L'effet est plus important sur la main droite. Et comme les hommes sont plus exposés à testostérone que les femmes, normalement, le deuxième doigt, c'est plus court chez les hommes que chez les femmes, en moyenne. On a mesuré les doigts des gens et après, on voit les attitudes, l'intention d'achat, etc. Le troisième que j'ai fait comme étude, ça, j'ai travaillé beaucoup moins. Je pense que j'ai juste un paper avec ce sujet-là, mais c'est FWHR. Donc, ça, c'est face-to-width ratio. Donc, c'est le ratio de la proportion de ta face. Ça indique le niveau de testostérone que tu es exposé pendant ta adolescence. Mais le plus que c'est large ici, le plus que tu es exposé au testostérone aussi. Okay? Donc, tu peux prendre une photo de quelqu'un et tu vas savoir le niveau de testostérone qu'elle a été exposée pendant sa adolescence. Okay? Et après, c'est la même idée que les prénatales, sauf que ici, c'est l'exposition au testostérone pendant l'adolescence qui va créer des propensions de comportement, qui change le développement de ton cerveau et qui crée des propensions. Mais c'est pas les mots propension ici, c'est important. C'est pas déterministe, tu vois. C'est juste une propension. C'est quoi l'impact de testostérone dans le comportement de façon générale? Pas le comportement d'achat, mais de façon générale. C'est quelque chose qui est très facile, très évident pour les gens de voir, c'est que la testostérone impacte les performances en sport, par exemple. Mm-hmm. Donc, on voit les gens qui vont tricher en sport, qui vont prendre des testostérone pour performer mieux. C'est parce que la testostérone a de la performance. Ce qu'on a tendance à penser naturellement. Exactement. Ouais. Donc, on a les gens qui ont été exposés à testostérone plus élevé, ils ont performance mieux en sport. Les gens qui ont plus de testostérone circulant dans leur corps, ils ont aussi tendance à performer mieux en sport. Ça dépend des sports. Quand on dit sport, c'est très général parce que ça dépend des sports que la personne aime faire. Right? Donc, c'est pas n'importe quel sport. Mais par rapport au comportement comme ça, il y a aussi l'impact sur l'agression, une tendance à être plus agressif. Pas forcément agressivité au niveau de violence physique, mais agressivité, ça peut être social, essayer d'être plus dominant dans un contexte social. Il y a aussi la tendance de prendre plus de risques, par exemple. Et ce que j'ai étudié particulièrement, c'est plutôt la tendance d'utiliser des produits. Donc, j'essaie d'aller au marketing maintenant. C'est utiliser des produits pour attirer, pour être en compétition avec le même sexe, pour attirer les sexes opposés. Donc, c'est comme des hommes qui vont acheter des produits, qui vont utiliser ces produits-là pour impressionner les femmes, mais en même temps pour faire des batailles sociales contre les hommes. Fait que des produits de marque ou des marques, des statuts sociaux élevés. OK. Donc, c'est des choses qui, dans notre société, on va valoriser, qu'on pense qu'on donne beaucoup de statut à certains produits, et même à certains services. Par exemple, aller au gym. Ouais. Ça, c'est bien vu dans certains contextes, right? Pour certaines personnes. Donc, on va utiliser certains services, acheter certains produits qui nous possibilitent de compétition avec les hommes pour attirer les femmes. Mais ça, c'est ceux qui ont plus de testostérone dans une des trois. Vous avez, dans les recherches, vu qu'ils ont plus de tendance à acheter certains produits. J'ai fait des études différentes. Donc, par exemple, la première étude que j'ai faite, c'était pendant mon doc. Okay? Donc, on mesurait les doigts des gens. On a une petite... on revient aux doigts. Un outil pour faire ça, qui mesure très précisément les doigts des gens. Donc, les gens se posaient la question, quand vous êtes là maintenant, pourquoi vous êtes en train de mesurer mes doigts? Qu'est-ce que ça fait du sens? Ils ne savent pas l'hypothèse. Ils ont demandé de répondre au questionnaire en même temps. Right? Donc, comme ça, on voit, on avait une catégorie de produits qu'on appelait les produits masculins. C'est les produits qu'on disait que c'est plutôt que les hommes préfèrent plus que les femmes. Et on avait aussi, dans les produits masculins, certains qui étaient des statuts sociaux élevés et ceux qui étaient moins élevés. Et on a vu que les scores de testostérone, donc les doigts, la corrélation entre les tailles de ces doigts, les ratios du deuxième versus le quatrième, était corrélée avec la préférence pour ces produits-là. Ouais.
Donc, les gens n'avaient pas aucune idée de qu'est-ce qu'on est en train de faire et on a retrouvé. Mais là, est-ce que l'attrait par rapport aux produits locaux peut être lié aux hormones à ce moment-là? Oui, possiblement, oui. Mais ça dépend, parce que il y a toujours une interaction entre la biologie et la culture. Donc, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas déterministe. C'est juste une propension. C'est une propension à être plus agressif, dominant et chercher des statuts. Mais comment tu cherches des statuts, comment tu domines les gens, ça change beaucoup dans le contexte actuel, dans le contexte social et culturel où tu es. Ouais. Donc, pour certains groupes sociaux, ça va être dans un gym très buffy, très fort, physiquement. Pour d'autres groupes, ça peut être acheter des produits locaux. Si vous êtes dans une microculture où ça valorise beaucoup acheter des produits locaux, je ne vois pas de raison pourquoi on ne va pas trouver une corrélation là. Donc, il faut trouver les bons publics où il y a cette mentalité qui acheter des produits locaux, c'est valorisé et c'est un signe de statut social. Okay. S'il y a ça dans certains publics, j'imagine que la testostérone va être un bon prédicteur. Mais là, je pense en tant qu'entreprise, je me dis, c'est quoi, tu sais, une entreprise pourrait-elle utiliser les hormones dans sa stratégie marketing pour dire, je vais déclencher, tu sais, à partir de l'utilisation d'hormones, en réaction à des stimuli, tu sais, ça se fait-tu, ça? Ça se fait, par exemple, il y a un étude intéressant qu'on a fait en marketing, un autre prof a fait, c'est avec Abercrombie & Fitch, la compagnie américaine qui a tous des hommes très buffy comme tu... Maintenant, ils sont plus dans le marché, je pense, mais ils étaient... Il n'y a pas eu un scandale. Non, c'est un scandale. Il y a un scandale là-dessus. Ces marques-là. Un truc sur Netflix, oui. Pas très élogieux. Exact. Ben, à l'époque, là, qu'ils ont fait cette étude, c'était une marque qui était très hot là, dans le marché. Et ils ont fait une étude avec les hommes qui allaient... l'hypothèse qu'ils avaient, c'est l'hypothèse normale des gens qui ne sont pas dans le milieu. C'était qu'ils vont mettre les hommes qui sont très grands, très forts, physiquement, qu'ils étaient comme pas des t-shirts, des hommes grands. Et l'idée, c'était que ça va fonctionner, ça va attirer les femmes. Des hommes qui sont physiquement beaux comme ça va attirer les femmes à acheter. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait un impact sur les hommes qui étaient dans le magasin. Parce que les hommes qui étaient là étaient impactés par la présence physique de l'autre homme. Donc, ils rentraient dans la mentalité des compétitions intersexuelles. Donc, même s'ils n'étaient pas, mais juste de rentrer dans le magasin et se mettre en devant quelqu'un qui est très grand, très fort, physiquement comme ça, il va se sentir dans une compétition et il va commencer à se comporter comme s'ils étaient vraiment en compétition. Donc, il y a des applications qui se font là, qui ne sont pas forcément très conscientes, mais qui ont un impact, oui. Et honnêtement, à mon avis, c'est le type d'étude que j'ai fait moi-même, mais ce n'est pas pour être appliqué. Je ne veux pas que les compagnies commencent à utiliser ça parce qu'il y a des implications éthiques énormes que je ne voudrais pas que ça serait utilisé comme ça. C'est des marqueurs, c'est des choses biologiques qu'on peut mesurer facilement et qui, si on utilise de bonne façon, ça peut avoir un impact. Mais est-ce qu'on a la même chose pour des études avec l'estrogène, pour oui. Plus côté plus féminin? Oui, et en fait, cette idée de compétition entre les mêmes sexes pour attirer les sexes opposés, nos études, on a trouvé ça avec estrogène avec les femmes. C'est pas la testostérone qui a cet impact, c'est l'estrogène qui a cet impact. Okay. Donc, oui. Et il y a beaucoup d'études qui sont très intéressantes. Là, par exemple, je te donne un exemple ici, juste qui vient me rappeler. C'était assez facile à faire à l'époque. Ils sont allés au Google, les chercheurs, ils ont pris les photos des CEO de beaucoup de compagnies. Donc, avec les photos, ils avaient l'exposition, ils pouvaient calculer les ratios. Ils avaient l'exposition à testostérone de ces CEO à l'époque, ils étaient adolescents. Et après, ils ont corrélé les ratios de chaque CEO avec la performance dans le stock market de chaque CEO. Et voilà, ils ont trouvé une performance, une corrélation. C'est quoi la corrélation? C'est ceux qui étaient plus exposés en testostérone. Okay, ils ont une performance plus élevée. Okay. Et la théorie en arrière, c'est que oui, ils sont tous très intelligents. Ils sont tous CEO de grandes compagnies. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de variabilité au niveau d'intelligence, de capacités et des études, mais ce qui diffère entre eux, c'est la capacité de prendre des risques. Et si tu es intelligent et tu es capable de prendre des risques, tu peux avoir une performance plus élevée. Donc, c'est ça l'idée. Très intéressant. On va revenir conclure sur notre discussion. Moi, j'ai envie de profiter de votre présence pour m'aider à identifier qu'est-ce que moi, je pourrais faire, les produits du Québec pourraient faire pour aider encore plus les consommateurs à faire des choix responsables locaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas déjà ou
Avez-vous des idées pour moi? Étant donné que les produits du Québec, c'est juste volet économique, à la base, la certification, c'est très... soit c'est conçu, soit c'est la dernière transformation, soit que même les matières... Ouais, OK. Vu comme ça, ouais. C'est le volet... oui, parce que si on veut regarder le volet social et environnemental, on peut avoir des plus et des moins. Oui, oui. C'est pas l'objectif. C'est pas ça que la certification garantit. Non, elle garantit la provenance. Exact. C'est ça qu'elle fait. Alors, étant donné que c'est ça qui garantit en premier, je ne sais pas à quel point, mais sans une vérification, c'est comme dur, là, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des messages, pas sur les produits, parce que ça serait comme, il n'y a pas d'espace jamais pour grand-chose sur le produit, mais au moins dans le site web ou dans des informations, d'autres éléments des responsabilités des entreprises, des fabricants qui ont la certification. En plus, Okay. en plus l'entreprise, un peu plus de communication. C'est pas juste local, c'est en plus OK. de l'enfant. Ouais, j'avais à peu près la même idée. Ouais. Un peu d'informer la population. OK. Qui dire que si vous achetez un produit du Québec, il y a cet impact économique, mais il y a aussi un impact écologique. Et vous avez peut-être des métriques qui pourraient informer les consommateurs par rapport à ça. Aussi, pas tomber non plus dans l'éco-blanchiment de l'autre côté. De dire, comme c'est local, c'est québécois, électricité électrique, sobre en carbone. Non, ça dépend la source d'énergie de l'usine puis les produits qui sont produits. Certains, oui, il va être avec l'électricité, puis on est chanceux au Québec que ça soit hydroélectrique. C'est un coup ça, là, au Québec. Oui, mais mettons, par exemple, dans les bâtiments, dans un autre projet qu'on travaillait sur l'éco-conception dans les bâtiments pour le rendre plus circulaire en amont, dans la conception, on regardait des statistiques par rapport, sont où les impacts justement dans un bâtiment? Est-ce que c'est plus les matières premières? C'est l'utilisation? Dans quelle phase de leur vie? Puis où on devrait mettre l'effort pour réduire les impacts dans nos bâtiments? Puis on assume souvent bâtiments, électricité, mais un haut pourcentage des bâtiments au Québec sont chauffés au gaz naturel, puis au mazout, même si on a l'électricité. Parce qu'on a un parc de bâtiments peut-être d'une autre date, l'énergie ou l'installation est plus facile. Je ne sais pas c'est quoi les raisons, mais c'est comme même pour les bâtiments au Québec, il y en a beaucoup qui ne se chauffent pas à l'électricité. Alors, dans une usine, on pourrait se dire aussi, ils se chauffent comment, ils fonctionnent comment. Dans les nouveaux bâtiments, ça va être différent, principalement. Non, même à ça, même à ça, c'est surprenant. Alors, tu sais, je pense qu'il ne faut pas non plus faire le blanchiment à l'inverse. Comme si au Québec, il n'y a pas de travail forcé. Ça dépend. Les produits forestiers, agricoles, restauration, c'est des secteurs où au Canada, il y a du travail forcé. Alors, il ne faut pas non plus... Il ne faut pas généraliser. Non, il ne faut pas généraliser. Comme c'est le Québec, tout est beau, côté social, côté environnemental, non. Mais on peut-tu bonifier l'information qu'on donne? On peut-tu communiquer? On peut-tu dire... Ça vient beaucoup à la transparence. Oui. Ça vient beaucoup à ça. Ouais. Si on peut communiquer, en plus de communiquer le produit du Québec, mais aussi, est-ce que c'est une entreprise gérée par une minorité ou non? Ouais. Est-ce que c'est une entreprise qui a une certification de gestion responsable? Nous, on ne le certifie pas, mais on peut vous donner cette information qui va rendre le produit du Québec encore plus intéressant pour ceux qui ont ces attributs-là. Ou tu t'en viens à penser une sous-catégorisation avec un volet responsable, éventuellement, peut-être. Par exemple. Peut-être. Et comme consommateur, on est venu à la conclusion qu'il y a plein de certifications, mais pas si connues, en tout cas pas tant. Et bon, nous, on est d'une certification de provenance. Qu'est-ce qu'on devrait faire si on veut acheter plus responsable? Si on veut acheter plus local, je vais dire rapidement, je cherche chez nous, ça c'est simple. Je cherche Aliments du Québec pour l'alimentation. Si on veut acheter plus responsable, c'est quoi les comportements qu'on devrait, ou les réflexes qu'on devrait avoir comme consommateur? Ouais, moi, si on regarde les études, l'une des plus grandes choses qu'on peut faire, c'est à manger moins de viande rouge. Ça, c'est un des facteurs plus grands. Si on prend ces produits locaux et si tu veux continuer à manger de cette façon-là, il faut essayer de voir la source de votre produit et essayer de trouver ceux qui ont des impacts plus bas. Je pense d'une façon plus générale en tant que consommateur, mais c'est plutôt en tant que citoyenne, c'est d'essayer de trouver des leaderships, des personnes, de voter à des candidats qui vont donner importance à ça aussi. Parce que, grosso modo, on dit toujours aux consommateurs, c'est bien que tu sois informé parce que comme ça, tu vas prendre la bonne décision. Mais en façon réaliste, c'est impossible d'être bien informé
avec tout. On disait avant dans notre conversation qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on prend en considération quand on va faire un achat. Il y a beaucoup de facteurs qu'on prend en considération quand on prend une décision. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour nous en tant que consommateurs. Donc, les meilleurs pour nous, c'est essayer d'avoir des raccourcis, là, des choses, cognitivement, ça va nous faciliter à prendre des décisions plus rapidement. Donc, une des choses que je pense, c'est qu'on a beaucoup discuté aujourd'hui, c'est d'avoir des certifications. Et pour avoir ces certifications-là, c'est d'avoir des leaderships qui vont donner importance à ça, qui vont créer des réglementations dans le marché où ces certifications deviennent importantes. Et peut-être dans le futur, les consommateurs ne vont pas avoir pensé quand même à certification parce qu'on va avoir juste des produits qui sont certifiés. Ouais. Donc, comme ça, on n'a pas besoin quand même de réfléchir, de penser à ça parce que le marché, c'est déjà réglé comme ça. On peut-tu acheter moins? Peux-tu consommer moins? C'est ça populaire comme message? Tu me donnes un hook. J'ai pas passé 30 minutes à parler de ça. Oui, parce qu'on a une tendance, on est dans une société de la surconsommation. Ouais. On peut-tu s'écouter un peu plus? Est-ce que c'est ça qui nous donne le bonheur? On le sait que non. Non. On le sait, il y a plein d'études, puis on le sait que non. Alors, on peut-tu essayer de déconstruire ces tendances, puis quand on va acheter, on peut-tu partager? On achète beaucoup de choses qu'on n'utilise pas au quotidien, qui restent sur la tablette. On peut-tu la partager avec d'autres? On peut-tu utiliser des plateformes de partage pour ne pas acheter, mais juste partager ce qui existe déjà? On peut-tu acheter usagé? On peut-tu aller réparer certaines choses? Des fois, on dit ça coûte plus cher réparer qu'acheter neuf ou la même chose. Mais alors, ça coûte la même chose de le réparer. Si je te touche en chose, c'est très important. Là. On a un mythe dans l'Occident, dans la culture occidentale, c'est le mythe que le plus qu'on achète, le plus content, le bien-être est corrélé à la quantité des choses que tu as. Le succès aussi. Le succès, on disait ça par rapport à la testostérone, tout ça. Donc ça, c'est un mythe et en fait, il n'y a pas de base scientifique pour ça. Toutes les études qu'on voit, oui, il y a un certain niveau qui avoir l'argent, il y avoir des possessions, ça va donner le bien-être. C'est des exemples, ça ne fait pas de sens au Québec, par exemple, mais si tu vas un pays moins riche que le Québec, au Canada, si tu achètes ton réfrigérateur, ton bien-être, ça change complètement. Si tu achètes un motorbike, un vélo, ça change parce que maintenant, tu es capable d'aller à une autre place que tu ne pourrais pas aller. Tu peux visiter ta famille, tu peux faire d'autres choses. Ouais. Donc, il y a un niveau des bien-être qui est corrélé avec les revenus, avec les achats. Mais tout de suite, il y a un plateau. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que peut-être c'est un inverted U-shape. Donc, ça augmente, ça vient au plateau et ça descend. Ça, c'est encore pas 100% décidé dans la littérature. Mais il y a pas mal d'études qui montrent ça. Et je pense que si on a une valeur à combattre, à être opposé dans notre société aujourd'hui, c'est le matérialisme. Donc, le matérialisme à la base, c'est à quel niveau que tu donnes d'importance. Les possessions sont importantes pour toi. On a 3 dimensions pour le matérialisme. C'est le succès. Donc, tu vas croire qu'acheter quelque chose, avoir quelque chose, c'est un signe de succès du statut social. Et tu as la centralité. Donc, l'achat de produits, c'est central. Acheter quelque chose, c'est central dans ta vie. Tu le fais tous les jours. Et tu as la dimension bien-être. Tu crois qu'acheter des choses, c'est une source de bien-être. Puis pour être content dans ta vie, il faut que tu achètes des choses. Donc ça, c'est les valeurs du matérialisme qui motivent beaucoup de gens dans notre société. Il y a ces 3 dimensions-là et qui nous mettent dans une situation qu'on est constamment dans une situation de travailler sans arrêt pour trouver pour répondre à ces 3 valeurs-là et qui, en fait, ça, c'est quelque chose de 20 siècle. Ce n'est pas une construction qui existait toujours. Si on regarde dans l'histoire du 19e siècle, même avant la Deuxième Guerre, on n'était pas comme ça. On avait beaucoup plus de contact social avec des gens et c'est là que c'était notre source de bien-être. C'est vrai. Donc, en fait, ça fait du sens. Je parlais de psychologie évolutive. Nous, en tant qu'espèce, vous m'arrêtez là si je parle trop. Mais en tant qu'espèce, nous sommes j'ai différents jokes que je joue avec mes étudiants. Là. Nous sommes des singes avec des grands cerveaux. C'est ça que nous sommes. Ouais? Donc, si nous sommes des singes avec des grands cerveaux, si on regarde les singes, qu'on est qu'ils sont contents. C'est qu'on est en communauté avec une centaine de singes qui sont en communauté, ils sont contents comme ça. Si on a une communauté de 50 centaines de personnes, pas assez grands, qui sont des gens qu'on a des contacts régulièrement et qui cette relation avec ces gens-là est positive,
on est content. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas besoin de vendre Porsche. Tu vois, on n'a pas besoin de voir des grandes maisons. On n'a pas besoin d'acheter des... C'est pas la personne qui va... c'est quoi les jeux? J'essaie de traduire de l'anglais. C'est la personne qui va gagner les matchs, les jours, c'est pas la personne qui va avoir plus de choses à la fin. Tu vois, c'est ça. C'est pas ça la vie, tu vois. Les gens se mettent dans cette situation, même sans être conscients. Ils travaillent tout le temps pour acheter, et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Pas nécessairement plus heureux. Ouais, c'est pas forcément fou heureux, exactement. Donc oui, je pourrais parler de l'erreur par rapport à ça. Il faut repenser notre rapport aux objets, à l'achat. Ouais. On le voit avec l'économie circulaire, il y a beaucoup de concepts qu'on revient, qu'on ramène pour essayer justement de se détacher des mon doc était fait, mon sujet de doctorat était la anti-consommation. Donc, qu'est-ce qui motive les gens à ne pas acheter? On va lire la thèse. On va lire la thèse. Et mon dernier point, c'est je vous donne un petit cadeau. Je sais que c'est neuf, là, mais j'espère que tu vas l'accepter. Le shampoing, ça que je le fabrique, ou le produit nettoyant, ça que je le fabrique à la maison, mais je prends des ingrédients. Alors. Mais là, c'est du savon en barre à la citronnelle, laboratoire Druide, fabriqué au Québec. Et c'est l'été, il faut quand même mettre de la protection solaire. C'est important. Oui, Attitude, qui est un fabriqué au Québec. Je te donne les mêmes choses, Marcelo. Oui. Ça sent, je sens que je vais un peu. La mienne de l'année passée, c'était Attitude. Ben, c'est de l'année passée. Alors, de là-haut, il faut changer. Fait que c'est pas usagé, mais ça, c'est acheter ça usagé, c'est un peu moins. Merci beaucoup. Fait que c'est fabriqué au Québec. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié votre moment. Moi, ça m'a fait plaisir de vous recevoir et je vous souhaite une belle journée, belle fin d'été. Merci. Merci.